Bonjour, bienvenue à la Galerie Wagner. La galerie a été créée en 2003 par mon père, Jean-Marie, qui a toute sa vie eu un regard assez exercé sur les jolies choses. Donc il a commencé en fait par ouvrir une boutique d'art. Son père était compagnon ferblantier. Et il y a quelques années, je l'ai rejoint et je lui ai proposé de transformer sa boutique d'art en galerie d'art. Donc la Galerie Wagner est à ce moment-là née et a pris comme positionnement l'envie de défendre l'abstraction géométrique, l'art concret, l'art construit, l'art cinétique et l'art urbain. Ce sont des artistes qui sont à la fois confirmés, internationaux, muséaux, mais aussi des jeunes artistes comme Alain Jacques, Lévry et Musat. Et tous ces artistes ont pour particularité de travailler sur un langage formel assez simple. Des ronds, des carrés, des lignes, des triangles, mais tous travaillent en lien avec des concepts scientifiques, mathématiques, optiques, physiques, et en même temps des concepts aussi philosophiques, voire spirituels pour certains. Nous avons ici une œuvre d'Alain Le Boucher, qui est un artiste qui a travaillé à partir de l'observation des phares, qui envoient des pulsations lumineuses pour indiquer un espace-temps. Ici, il a adapté cette philosophie de la pulsation, qui est aussi comme un rythme musical, sur une grille assez simple qui ressemble au nid d'abeille. Donc c'est aussi l'observation de la nature. Et vous avez des petits LED comme ça qui s'allument au gré d'une programmation qu'il a conçue sur un rythme vraiment musical et qui vient redessiner la structure de la sculpture. Je vous expliquais tout à l'heure qu'il y a des artistes qui travaillent sur l'abstraction géométrique mais qui utilisent des concepts mathématiques, philosophiques ou autres. Nous avons ici un exemple avec Gerhard Otter, qui est un artiste allemand, qui travaille à partir des suites de Langford. Le principe des suites de Langford, c'est qu'entre 2, 1, il y a une valeur, entre 2, 2, il y a deux valeurs, entre 2, 3, il y a trois valeurs, etc. Et vous avez ici par exemple les deux plus petites valeurs. Entre 2, 1, il y a bien une valeur. Si on considère que le vert, c'est le 2, entre 2 et 2, il y a deux valeurs, une ici, une là. Si on considère que le 3, c'est l'orange, entre 2 oranges, il y a bien trois valeurs, 1, 2, 3. Voilà les suites de Langford. Et ainsi de suite. Ce qui lui permet en fait de partir d'un système fini, des suites, mais d'en faire quelque chose de totalement infini. Nous avons ici un autre exemple avec Charles Bézy qui travaille à partir des suites de Fibonacci. Fibonacci était un mathématicien de la Renaissance qui, en regardant évoluer les lapins, a considéré qu'il pouvait y avoir une suite assez logique dans le côté exponentiel de la vie. Et donc, il a créé cette suite où on additionne à chaque fois le chiffre précédent, c'est-à-dire 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, 3 plus 5, 8, 8 plus 5, 13, et voilà, on a le début de la suite de Fibonacci. D'autres artistes vont utiliser pi, 3, 14, d'autres vont utiliser racine carrée de 2. Ici, nous avons une autre façon d'utiliser les chiffres avec Olivier Petitot qui utilise des statistiques. Et vous avez là une œuvre qui s'appelle Ours, baleine, dauphin et qui s'appuie sur des statistiques de présence de l'espèce animale, l'évolution des statistiques de présence d'espèces animales sur la Terre. Donc on voit très bien que l'ours est en régression, la baleine est en fluctuation, par contre le dauphin est exponentiel. Et tout ça sur un fond qu'on veut cinétique avec un très joli dégradé assez doux. Voilà un exemple d'œuvre géométrique qui s'appuie sur des statistiques. On a ici une œuvre assez particulière d'un jeune artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Sébastien Préchou, qui est un artiste qui travaille sur support bois avec un compas, et il a adapté son outil de façon à pouvoir avoir à l'autre extrémité du compas un diffuseur d'acrylique. Chaque ligne que vous voyez sur cette œuvre correspond à un geste et donc à une respiration. Il vient travailler chaque cercle en pointant son compas millimètre après millimètre et en redessinant chaque ligne que vous voyez là qui vient rejoindre une autre ligne, créant ainsi des effets de moirage, de profondeur, de synergie entre plusieurs éléments. Un jeune artiste très promoteur qui fait également des interventions in situ dans l'espace avec tout un système de fils qui va tendre entre deux points pour créer aussi ces atmosphères d'interaction. Un artiste de son temps.
Encore un autre exemple d'utilisation des sciences dans l'abstraction géométrique avec ici une œuvre de Hans-Jörg Gladfelder qui est un des maîtres de la géométrie non euclidienne, c'est-à-dire cette géométrie qui consiste à nous dire que les droites ne sont jamais vraiment totalement parallèles. Et là vous en avez une illustration magistrale avec des points de fuite qui créent en même temps une sorte de relief sur la ligne médiane de cette œuvre, bien sûr accentuée par le jeu de couleurs qu'a choisi l'artiste. Nous avons là une œuvre assez superbe d'Alberto Vargas, artiste mexicain. On ressent effectivement l'influence de l'architecture mexicaine à travers cette espèce de pyramide tronquée surmontée d'une autre petite pyramide en marbre. Ce plateau et cette espèce d'ogive qui en fait rejoint la partie inférieure de la sculpture. Cette pièce s'appelle le Doryphore, le porteur de lance. Donc c'est toute une histoire liée à la mythologie grecque, mythologie architecture égyptienne, architecture aztèque, mythologie égyptienne. Voilà un artiste qui travaille aussi sur la mémoire, sur le temps, avec la contradiction du brut, de la pierre, de l'acier, des éléments aussi fluides que cette pointe ou cette base, ou inversement cette base pyramidale carrée. Nous avons là une œuvre de Satoru Sato qui est un artiste d'origine japonaise qui va fêter cette année 2019 ses 50 ans de carrière en France, à l'occasion desquels il sortira un double coffret sur 50 ans de peinture et 50 ans de sculpture, contenant une œuvre originale. Il sera présent prochainement à la galerie. Vous avez là une œuvre très emblématique de son travail qui porte essentiellement sur les hommages au carré, le carré étant le cœur sacré du temple japonais. Vous avez aussi toutes les caractéristiques de la culture japonaise avec la présence de la nature, les éléments de nature, quelque chose de très ordonné puisque vous avez ici une organisation très architecturale, la présence de la toile de jute vraiment très apparente et puis cette organisation très structurée à partir donc du carré, le cœur sacré du temple japonais et racine carrée de 2 qui est le chiffre de l'incommensurable imaginé par Pythagore. Donc on voit bien ici le lien fait par Satoru Sato entre l'Orient, l'Occident, la spiritualité, les mathématiques. Alors on arrive ici dans l'antre de la galerie, le niveau inférieur, que beaucoup appellent la cave, que moi j'appelle la caverne d'Ali Baba, que d'autres appellent le musée, où on retrouve l'intégralité ou presque des artistes présentés par la galerie, indépendamment des expositions thématiques qui peuvent être présentées à l'étage. Donc on va retrouver sur ces différents plateaux la plupart des artistes qui sont présentés habituellement. Donc ici on a Uli Gantner qui travaille vraiment sur cette notion de relief. On retrouve ici Gerhard Otter avec sa suite de Langford, exposée avec une œuvre avec des pointes de diamant. On va retrouver Charles Béziers et sa suite de Fibonacci, Geneviève Claes. Alors nous avons là une œuvre d'une artiste qui me touche énormément, qui s'appelle Geneviève Claes, qui a été la nièce et l'élève de Herbin, un des pères fondateurs de l'abstraction géométrique, qui a créé, comme vous le savez, son alphabet associant une forme à une couleur, à une lettre, voire à un son. Geneviève Claes est née en 1935 et dès l'âge de 20 ans, elle a su quelle était sa direction. Elle a tout de suite utilisé les formes géométriques. Ici, vous êtes devant une œuvre de 1992 qui présente 4 carrés, je dis bien 4 carrés. Alors vous allez me dire non, ils n'ont rien de carré. Ici, c'est pourtant 4 carrés qu'il faut imaginer dans l'espace sur des plans tout à fait différents. Des plans qui sont accentués par le rapport de couleur entre le rouge clair et le rouge foncé. Ici, la valeur claire et la valeur foncée du bleu, qui indique aussi une orientation différente par rapport à la lumière, une orientation dans l'espace. Et 2 témoins, 2 repères qui sont là pour nous indiquer que la forme est en train soit d'éclore ou soit de se recentrer et qui sont donc comme 2 témoins du travail de l'espace dont est capable Geneviève Claes.
Carlos Medina. Carlos Medina, qui est un artiste vénézuélien qui travaille essentiellement sur les éléments, je dirais, de la nature, toujours à partir de formes géométriques. Ici, on est sur une déclinaison cercle carré, avec un travail aussi sur la matière, avec le cuivre, avec l'argent, le jeu des ombres, des positionnements des éléments dans l'espace. On a ici une autre œuvre de Carlos Cruz Diez, donc le maître de l'art cinétique, qui nous fait voir des couleurs qui n'existent pas physiquement dans l'œuvre. On a à côté Jérémy K, qui est un jeune artiste, c'est une génération qui vient prendre le relais entre Carlos Cruz Diez, qui a 96 ans, et Jérémy K, qui est né en 83. Voilà, deux générations qui nous parlent de couleurs et de formes et de choses assez puissantes comme ça qui émergent de la couleur. On peut continuer sur ce plateau-ci avec le travail d'Hans-Jörg Gladfelder, dont je vous ai expliqué, c'est un des maîtres de l'art concret zurichois qui travaille sur la géométrie non euclidienne avec ici deux œuvres sur papier en relief qui font écho aux œuvres très colorées que nous avons derrière de Jérémy K. Nous avons Hildebrand Nimpe qui travaille le marbre de Carrare. Ici c'est un marbre Bardiglio. Elle va chaque année à Carrare choisir ses pièces, ces pierres, les tailler et ensuite venir les ciseler de manière plus précise. C'est près chez elle dans son atelier. En arrière-plan, vous avez François Mourlet qui travaille à partir de pi, donc 3, 14, 3, 1, 4. Il se sert en fait des chiffres pour délimiter les angles de ces segments qu'il a voulu colorer. C'est un jeu. Il y a beaucoup de choses très ludiques dans l'abstraction géométrique. Nous avons ici Gerhard Frömmel, qui est un artiste autrichien, qui lui parle de la forme dans son relief, avec des jeux d'ombre liés justement à ses créations. Nous avons derrière une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marie-Thérèse Vacossin, qui est une artiste qui travaille aussi la couleur, mais qui va chercher des rapports de couleurs qui font que les lignes qu'elle a posées sur cette toile dialoguent les unes avec les autres. En restant un long moment sur cette toile, on se rend compte que chaque couleur va dialoguer avec sa voisine. C'est ce que j'aime dans le travail de Marie-Thérèse Vacossin, qui est une très très grande artiste qui a fondé aussi les éditions Fanal à Bâle. On peut parler aussi de Guy de Lucigny. Guy de Lucigny, qui est un artiste majeur des années 50 à 2000, et qui, les 40 dernières années de sa vie, les a consacrées à travailler sur la figure carrée. La figure carrée avec l'idée du rythme, de la séquence, du découpage, une certaine musicalité dans ses superpositions aussi. C'est un artiste qui a travaillé beaucoup la couleur, des nuances de couleurs. C'était un artiste qui était musicien, donc il avait le sens justement de cette nuance et de cette musicalité de la couleur. On peut poursuivre en descendant sur le plateau inférieur. Alors on va retrouver ici Alain Le Boucher avec ses sculptures lumineuses, ses phares qui nous donnent la direction. On aura aussi une sculpture intéressante d'Hélène Vance qui travaille toujours sur le volume et l'espace, avec une œuvre ici de Alain-Jacques Lévrier-Mussat, qui est un artiste qui travaille essentiellement le bleu, le carré bleu, le pigment bleu et l'iridescence de cette lumière bleue qui le fascine tant. À côté de cette œuvre, une œuvre magistrale aussi de Dario Pérez Flores, un artiste vénézuélien, une grande figure de l'art cinétique également, où là on a une très belle illustration avec ces dégradés de bleu, de vert, de blanc, qui sont accentués par ces lamelles de métal qui, quand je les ôte, révèlent parfaitement ce jeu de dégradés, mais quand je les repose, vient les accentuer, et créant aussi ce côté cinétique propre à cet artiste. Une jeune génération avec Gilles Bertin qui travaille là plutôt des assemblages, des constructions très minutieuses, où il oppose à la fois le côté un peu précaire des éléments souvent de récupération, avec ces morceaux de baguettes de bois qu'on peut trouver ici et là, qu'il mélange à des éléments qu'il va créer
soit par sérigraphie, soit en utilisant de la bombe, puisque c'est un artiste qui a commencé dans la rue et qui nous propose là des assemblages assez savants, où le relief, la perspective, le cinétisme est également très présent, avec un souci du détail, de finesse, de précision assez remarquable. Un des derniers plateaux ici va nous montrer des œuvres de Julio Pacheco Rivas, qui sont ici les deux plexis qui s'opposent entre le noir et blanc, une sorte de dualité qui révèle aussi les ombres de la construction. Vous avez à côté une toile d'Olivier Suisse, qui est un très jeune artiste qui travaille énormément sur l'idée de construction. En s'approchant, on va découvrir son travail sous un autre aspect, puisque vous avez là une toile qui met en œuvre différentes techniques, à la fois de couler, d'essuyer, de bomber, de passages successifs, multiples, qui vont créer comme ça des étages. Bref, on peut se promener dans la toile, quel que soit l'endroit où notre regard va se poser au premier regard, va pouvoir circuler comme ça dans l'espace de la toile sur différentes séquences très architecturales. On a ici aussi une autre artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Aude Bertrand, qui a 89 ans aussi, qui a été chorégraphe et qui a été aussi la nièce et l'assistante d'Aurélie Nemours, qui est une très très grande artiste de l'abstraction géométrique et de l'art construit. Nous avons ici une toile qui s'appelle Scherzo, qui, comme la plupart des toiles d'Aude Bertrand, est établie à partir d'une grille horizontale, verticale, un certain nombre de segments, des segments qui prennent une puissance de par leur épaisseur, créant ainsi des niveaux de profondeur, allégés par d'autres dédales. Et ce que j'aime particulièrement chez Aude Bertrand, c'est sa capacité à nous emmener sur quelque chose d'apparemment très systématique, mais sur lesquels elle vient créer des petits pas de côté, exactement comme une danseuse vient faire le pas de côté qui lui permet d'initier un autre mouvement. À l'angle, 3 œuvres noires et blanches de Renaud Jacquier-Stajnovic, qui est un artiste qui travaille essentiellement à partir du fond, de la surface, du plan. Il nous propose ici une composition complètement déstructurée, parce que ce qui l'intéresse, c'est justement ce rapport à l'espace, ce rapport physique que peut entretenir aussi l'artiste à l'espace, et cette manière qu'il peut avoir de nous forcer à regarder l'espace différemment. Une sculpture d'Hélène Vance qui part en fait d'un plan, un territoire, à partir duquel elle a tracé un certain nombre de segments. Et ce segment, elle en a fait quelque chose de déplié. Ce n'est pas un pliage, c'est plutôt un dépliage de plan qui induit du coup une mise en volume et en relief d'un plan. 2 autres œuvres ici, de Julio Pacheco Rivas, toujours sur ces notions d'ombre, à partir de structures qui font penser à des grues qui sont dans notre espace et qui reconstruisent notre environnement. Alors, je vous ai fait découvrir la passion qui est la mienne pour l'abstraction géométrique. Je rappelle des ronds, des carrés, des lignes, des triangles, mais derrière tout ça, beaucoup de questionnements. On a tendance des fois à oublier que l'artiste n'est pas uniquement quelqu'un qui va délivrer un message sur ses émotions personnelles, comme c'est souvent le cas dans une peinture figurative.